aujourd'hui, j'avais envie d'inviter quelqu'un qui a vraiment réussi dans l'e-commerce, pas pour vous vendre du rêve, mais surtout pour vous parler d'une histoire inspirante, donc celle de Dorian que je vais vous présenter après, ses débuts, pourquoi il a commencé l'e-commerce, où il en est aujourd'hui. Mais avant tout, moi je m'appelle Fanny, ça fait 7 ans que je fais de l'e-commerce. Sur cette chaîne, je parle de conseils, d'astuces, d'histoires inspirantes, notamment en e-commerce. Et aujourd'hui, on va parler du parcours de Dodo, Dorian, qui est là, ici présent. Je te laisse te présenter. Salut Fanny, merci pour l'invite. Bah écoute, moi c'est Dorian, j'ai 30 ans et ça fait 5 ans que je fais de l'e-commerce, 8 ans que je m'y intéresse, donc que j'avais commencé un peu à m'y intéresser, à me former. Et voilà, je viens de Bruxelles, je suis belge et j'ai fait entre 7 et 8 millions en ligne, tout shop confondu. Ok, waouh, on a déjà les chiffres, je m'attendais pas à ça. Ok, bon, on va quand même revenir à comment tu as commencé. Déjà, comment tu étais quand tu étais enfant? Alors, moi très honnêtement, j'ai trop aimé mon enfance. De ce qu'on m'a dit, j'étais un enfant assez facile quand j'étais petit. Ouais. Donc j'étais pas hyper turbulent ou quoi que ce soit. Et ouais, j'étais assez facile à vivre. Quand on me disait d'aller me coucher, j'allais me coucher. Enfin voilà, enfin, c'est ce que ma maman me dit, hein. Et, euh, et voilà, après j'ai toujours aimé euh, faire des bêtises quand même, mais je me faisais jamais attraper ou quoi que ce soit. Tu vois. Hmm, C'est- je vois. Voilà, donc j'étais un peu des deux camps. J'étais quand même assez sage et à la fois j'aimais toujours prendre des chemins un peu autres que les chemins traditionnels, on va dire. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est pour ça que quand tu m'as dit que tu étais un enfant sage, parce que je connais un peu Dorian, Parce que pour info, ça fait 1 mois et demi qu'on habite ensemble dans une villa. et qu'on travaille, On qu'on fait du travaille, on e-commerce à travaille fond. beaucoup. Ouais. Et je pensais vraiment que tu étais un enfant perturbateur pour le coup, parce Ah que ouais? ouais, t'es très énergique, quoi. Ouais. Alors ça, c'est... Je pense que j'ai toujours été énergique, mais par contre, j'ai toujours été conscient de pas... Tu sais, il y a des enfants perturbateurs, je pense, qui font des choses un peu pour faire du mal, etc. Et ça, moi, j'en étais conscient. Donc en fait, j'aimais faire des bêtises, mais pas des bêtises qui faisaient du mal à quelqu'un ou quoi que ce soit. Ok. Enfin, je sais pas si c'est hyper clair, Non, mais si, j'ai compris, oui. mais... Enfin, comme donc tout enfant, en fait. j'avais une certaine balance. Quand je repense, pas spécialement à mon enfance, mais après à mon adolescence, j'avais vraiment toutes sortes d'amis. Et en réalité, c'était vraiment, on était plus au fond de la classe à faire tout et n'importe quoi. Mais j'arrivais quand même à, à garder un juste milieu entre ce qui était la grosse bêtise et ce qui allait m'apporter des problèmes dans le futur. Ok. Et du coup, t'avais quand même des bonnes notes à l'école ou t'étais un enfant Alors, en studieux? primaire, vous dites primaire en France aussi. On dit Parce que chez nous, primaire, ouais. c'est On dit primaire, primaire. secondaire, vous dites lycée, Primaire, collège, collège et lycée. lycée, ouais. Ouais. Euh, Est-ce que j'avais des bonnes notes? Quand j'étais en primaire, j'avais tout le temps des bonnes notes. En secondaire, j'avais également, on va dire, des bonnes notes. Par contre, c'était un peu à l'arrache, mais j'étais un peu obligé d'avoir des bonnes notes. Moi, mes parents étaient super stricts. Mhm. Donc, bon, après, j'ai quand même redoublé une classe. Bravo. Ouais, en quatrième. Donc, quatrième en Belgique, c'est quand tu as 16 ans environ. Bon, c'est un peu là où tu commences un peu à faire la fiesta et, euh, et à sortir avec les copains. Et donc voilà, est-ce que j'ai toujours eu des bonnes notes? Non. Est-ce que je m'en suis bien sorti au final? Oui. J'arrivais toujours à trouver un moyen pour m'en sortir. Et, et voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand t'étais petit? Alors, Astronaute? non, alors là, pas du tout. Mais moi, j'ai commencé quand j'étais tout petit déjà, je jouais au tennis beaucoup. Après, je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment ma passion, c'était plus la passion de mon grand frère. En fait, je suivais automatiquement les traces de mon grand frère, Mm. ce qui n'est pas toujours une bonne chose, je pense. Je pense qu'il faut faire vraiment sa propre trajectoire, aller s'inspirer de quelqu'un qui est peut-être doué dans quelque chose ou qui a peut-être des idées par rapport à quelque chose. Il ne faut pas spécialement les suivre, il faut vraiment essayer de se construire soi-même. Donc voilà, moi longtemps j'ai un peu suivi les traces de mon frère. Et après, on va dire que vers 14-15 ans, là j'ai vraiment, je me suis beaucoup intéressé à la musique. Et en réalité, je pense que bon, dans mon adolescence, je voulais faire de la musique. Et t'en as jamais fait? J'en ai fait, T'as fait quoi? j'en ai fait. Je rappais à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Petit extrait si tu veux. Je vous mettrai l'extrait. À part ça, je glisse le pic, kick vite, triple hit, nique le fils, drill le stick, tout ça sur le beat de. Alors moi j'étais vraiment méga fan de musique, de rap, mais également j'ai toujours écouté beaucoup de reggae. En soirée j'écoute beaucoup de tech house, techno. Je suis assez ouvert. Le seul style de musique que j'écoute absolument pas c'est du reggaeton.
Voilà, désolé pour ceux qui sont méga fans de reggaeton. Mhm. Mais voilà. Pas moi. Et du coup, est-ce que j'en ai fait? Oui, j'en ai fait. J'en ai fait même beaucoup. J'avais même mon home studio. J'avais aussi créé et monté un studio avec un collectif. J'ai également travaillé en maison de disques par après. Et aujourd'hui, la personne qui produisait un peu les instrumentales derrière moi est mon associé d'aujourd'hui. Casse dead à toi, Alexis. Six. Donc voilà, on a testé plein de trucs ensemble pour au final aujourd'hui s'associer depuis 1 an dans l'e-com. Donc tu as testé plein de trucs. En fait, dès que tu as envie de faire un truc, tu le fais, quoi. Tu fonces. Tu es assez fonceur. Oui et non, ouais, j'ai testé plein de trucs quand même. Genre même à 14-15 ans, j'avais essayé de faire une marque de vêtements. Ah oui. Ah ouais, quand j'avais 12 ans, je vendais des cartes de vœux. J'ai commencé à travailler très tôt, 14-15 ans. J'ai fait tous les jobs étudiants possibles et imaginables. Non, je me suis jamais arrêté de bosser et j'ai testé plein de trucs. Ouais. Et très honnêtement, je pense que il y a quelques exceptions qui ont la chance d'avoir beaucoup de talent, par exemple, ou qui arrivent à viser juste sur ce qu'ils veulent faire et que ça fonctionne directement. Ouais, Moi, je ne suis pas vraiment de cette école-là. Mm. Moi, je pense qu'il faut faire plein de choses pour déjà savoir ce qu'on veut pas faire, pour savoir ce qu'on veut faire et pour savoir ce qui va nous emmener vers la prochaine réussite. Voilà, il y a je pense notamment à plein d'artistes qui font de l'art parce qu'ils adorent l'art, mais qu'au final, ils n'arrivent pas à en vivre. Alors que moi, je trouve que c'est important quand même d'avoir un juste milieu entre tout ça. Ouais, Voilà. ouais. Toi, tu es plutôt du style bosseur, en fait. T'as pas un talent, tu bosses pour arriver à tes objectifs, quoi. Ouais, dire que j'ai du talent serait un peu vantard, Oh. mais je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Je pense que j'ai quand même une certaine fibre. Ça paraît très arrogant, mais c'est vraiment ça que je veux. Mais je pense que j'ai quand même une certaine fibre, donc j'arrive un peu à déceler ce qui, je pense, va fonctionner. Ouais. Et on va dire que sur 10 idées, ou on va en prendre 5 par exemple, sur 5 idées où je pense qu'il y a du potentiel, je vais en tester 5 et il y en a peut-être une seule qui va prendre. Mais en fait, ça peut venir de plein de facteurs différents. Ça peut être pas de product market fit, pas assez rentable, des concurrents qui sont déjà trop implantés. Enfin voilà. Donc ça peut venir de plein de facteurs différents, mais moi je trouve justement qu'il faut tester plein de choses pour au final, même si on échoue sur un projet, en fait on a appris de ce projet-là et on peut passer à la suite sans faire l'erreur du projet d'avant. Ouais. Ouais. Je pense notamment, enfin, on était à la villa tout à l'heure et que j'ai jeté pas mal de produits. Ouais. Okay. On dira pas lesquels, mais oui. Ok, donc j'ai jeté pas mal, enfin jeté c'est un grand mot, j'ai abandonné ce stock. Voilà, c'était juste c'est un projet dans lequel j'ai mis beaucoup de temps. J'ai été en Chine développer les produits, je me suis vraiment donné. J'ai passé environ 3 semaines, il me semble, en Chine. Les produits sont ultra quali, tout le monde trouve les produits extraordinaires, ouais. Les packagings sont extraordinaires, etc. J'ai acheté pour plus de 30 000 € de stock et au final ça se vend pas. Et voilà, oui, c'est un échec sur le moment même, mais en réalité maintenant je passe à la suite et je le vois pas du tout comme un échec. Oui, Il faut pas le voir comme un échec. Je pense que dans l'entrepreneuriat généralement on gagne beaucoup plus que ce qu'on perd. Et la perte, en fait, il faut savoir l'accepter aussi de temps en temps, même si c'est dur émotionnellement quand tu t'attaches à un projet. Tu vois. Je suis d'accord, faut tester. Après, là, on parle de 30 000 €, ça peut être des sommes assez grosses pour les gens. Ouais. Du coup, on va revenir à comment tu as réussi à avoir ces sous, parce que pas tout le monde a 30 000 €. Ouais. Déjà, toi, avant de commencer l'e-commerce, est-ce que tu étais soutenu dans tes projets par tes parents ou pas ? Alors, le rap, tout ça. Moyen. Très honnêtement, enfin moi je l'ai ressenti moyen. En revanche, mes parents m'ont toujours poussé à travailler. Donc je viens déjà d'une famille de travailleurs. Moi, mes parents ils n'avaient pas spécialement des grands moyens au début de leur carrière, mais ils s'en ont quand même vachement bien sortis quand je vois en tout cas mes amis d'école, etc. Donc ça c'est cool. En revanche, est-ce que je me suis senti soutenu dans les projets qui moi me tenaient à cœur? Pas vraiment. En revanche, ouais, on m'a toujours poussé à étudier, à travailler beaucoup, etc. Donc voilà. Après, personne n'est parfait et je pense que les parents en général veulent le meilleur. Mais en réalité, à nouveau, je pense qu'il faut aller chercher des petites miettes
d'informations partout et se faire sa propre trajectoire. Se faire ce qui est bien pour soi. Qu'est-ce qui te fait sentir toi bien? Qu'est-ce qui, toi, va t'apporter à la next step? Qu'est-ce que tu as envie, toi, vraiment? Donc voilà, si j'avais écouté mes parents, je serais encore en train de bosser sûrement en Belgique. Alors qu'en réalité, voilà, moi, je trouve que la vie que j'ai actuellement, elle est formidable. Et je n'aurais jamais voyagé dans tous ces pays. Je ne t'aurais jamais rencontré, par exemple. Voilà, et voilà, donc je pense que c'est important d'écouter les conseils qu'on donne. Je trouve que c'est également important de suivre sa voie. De suivre déjà son instinct, son cœur et puis ce qui est bon pour soi. Qu'est-ce qui te fait du bien à toi. Après, c'est dur de suivre son cœur. Quand, par exemple, tu n'es pas soutenu par ton entourage, pendant toute ton enfance, tu as été matrixé, donc à travailler, à bien bosser, etc. etc. Donc c'est un peu dur, je trouve, pour certaines personnes, parce que moi je suis assez fonceuse, donc je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent mes parents, tu vois. Pour certaines personnes, c'est un peu dur de sortir de ce cadre et d'avoir une vision extérieure négative par rapport à ce qu'on veut faire, tu vois. Attends, j'ai pas très bien compris. Il y a une question derrière? Non, il n'y a pas une question. Ok, pardon, désolé. Non, c'était juste, je rebondissais sur ce que tu disais. Entièrement d'accord. Alors toi j'ai l'impression que ça t'impacte pas. Enfin, ça fait 1 mois et demi qu'on habite ensemble. Toi, tu fonces. Moi, je fonce. Et en fait, le fait que même les gens me soutiennent pas, ben moi, ça me fait un effet inverse où ça me donne envie de me surpasser pour leur prouver qu'ils ont tort, tu vois. Moi, ça, c'est mon boost. Ah, c'est marrant ça. Ouais, moi, je t'avoue que j'y pense de temps en temps. Mais voilà, je pense que après, c'est toi et ton ordi et ce que tu as envie d'envoyer. Moi, par contre, il y a un truc qui me booste souvent, c'est quand il m'arrive des choses négatives dans ma vie, type un décès, une rupture amicale ou une rupture amoureuse, ou enfin des choses comme ça. Ben, en général, moi, j'essaye de vraiment en sortir le positif et d'aller, moi, encore me développer plus. Donc voilà, pas en mode revanche, hein, mais en mode... c'est une nouvelle vie, de toute façon. Quand il y a un truc qui se termine, il y a un nouveau truc qui commence. Ouais. En tout cas, moi, souvent, ça m'a boosté. Quand quelqu'un m'a déçu, par exemple, ou quelque chose comme ça, bon, tu sais, t'es un peu mal pendant quelques jours, mais après moi, j'arrive vraiment à me reprendre mes habitudes, à me lever tôt, à aller au sport, à bosser, et voilà. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça me fait le même effet, notamment quand tu te sépares. T'as un renouveau où t'as envie d'être plus. Donc tout ce que la personne te reprochait ou te disait que tu n'améliorais pas, ben tu te sépares et t'es une nouvelle personne. Surtout en général, là on parle, quand tu parles de séparer, je présume que tu parles de relation amoureuse. Oui, je parle de ça. Ouais, ok. Surtout, moi je pense qu'il y a aussi parfois tu as une rupture, tu vas te séparer, et tu vas te séparer pour une raison qui n'est pas vraie. Par exemple, on va te reprocher des choses qui ne sont pas vraies, mais parfois aussi c'est vrai. Peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que tu as fait... t'étais pas assez impliqué, ou peut-être que tu as fait des choses qui ont blessé, etc. Et moi, ça m'a grave remis en question sur plein de choses. Ça te remet en question. Par après, tu essayes de t'améliorer, de devenir la meilleure version de toi-même encore plus. Et voilà. Bien sûr. Pareil dans l'entrepreneuriat, en vrai. Mais oui, ça se ressemble énormément. Il y a tellement de projets que j'ai arrêtés, ou même pas que j'ai arrêtés, qui ont été un succès, mais qui aujourd'hui, je les referai plus du tout de la même façon. Oui, c'est sûr. Ouais. Dans ce sens-là, moi aussi, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais tu apprends de tes erreurs, tu apprends de tes échecs pour pas refaire la même chose, ça s'appelle la résilience, et refaire un truc encore mieux après. Ouais. Toi, tu me sembles hyper résiliente. Ouais. Au début, je l'étais pas. Au début, c'était un peu... J'étais plutôt persévérante, fonceuse, etc. Mais c'est vrai qu'à force de faire des erreurs, et des fois les mêmes erreurs, je me dis, mais il faut quand même changer quelque chose, tu vois. Et maintenant j'ai appris au fur et à mesure. De toute façon, quand on se lance, on n'est pas parfait. Non, clairement. Et c'est un muscle aussi, j'ai l'impression. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est un muscle, ça se travaille. Oui, ça se travaille. Au début, c'est hyper dur d'avoir de la résilience, alors qu'à la fin... Je veux dire, c'est la base. C'est comme tout, c'est comme tout. Je parlais à une personne la dernière fois et je disais, pour moi, tout le monde sait chanter. C'est juste, tout le monde sait chanter. Ouais. Tout le monde a été conçu pareil, tout le monde a les mêmes cordes vocales, tu vois. C'est juste la façon que tu vas t'entraîner et au fur et à mesure du temps que tu vas savoir chanter. Ouais. Et en fait, tout le monde peut faire d'entrepreneuriat, tout le monde a de la logique. Il n'y a pas de quelqu'un qui a de la logique et quelqu'un qui n'en a pas. C'est juste que tu l'as pas travaillé, ta logique, tu vois. Pour moi... Ouais, entièrement d'accord. Et aussi trouver un business qui te correspond. Ça, c'est important. Ouais. Tu vois, je pense... moi, je trouve que le monde d'Internet, moi, aujourd'hui, je quitterai plus jamais ce monde-là, je pense. Ouais.
En revanche, je pense aussi qu'il y a plein de gens qui sont juste pas spécialement faits pour ça. Donc, si t'aimes pas ça, fais pas ça. Tu vois. C'est... Après, il faut tester pour voir si t'aimes. Ou Ouais, pas, quoi, exactement. dans tous les cas. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Et pour en revenir au podcast, du coup, toi, avant de faire de l'e-commerce, du coup, tu m'as dit que tu as testé plusieurs choses, mais tu faisais quoi comme travail qui te rapportait de l'argent? Enfin, tu faisais quoi avant de commencer l'e-com? Alors, je vais commencer vers 15 ans. Ouais. Donc, à 15 ans, bon, déjà, moi, j'ai toujours essayé plein de petites choses à droite, à gauche. Même je me souviens, au tout début d'AliExpress, j'avais acheté des produits. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui avaient fait ça, mais moi, j'avais acheté des produits en Chine qui, au final, avaient mis, je sais pas moi, 3 mois à arriver. Donc, j'avais complètement oublié. Puis, un jour, le facteur qui a sonné, il m'a apporté une boîte avec mes produits. Je devais payer des taxes dessus. Enfin, voilà, et j'avais essayé de les revendre à mes copains et tout. Ça n'a absolument pas bien fonctionné, mais je trouvais que c'était déjà une big step de savoir que je pouvais acheter en Chine et trouver un fournisseur assez facilement en fait. À 15 ans? Ouais, vers 15 ans. Donc ouais. il y a 15 ans? Il y a 15 ans, ouais. Waouh, ouais, ok. Vous avez déjà l'âme entrepreneuriale en fait. À peu près, hein, je dis j'avais peut-être 16, mais à peu près, ouais, je pense. Mais par contre, à 15 ans, je commence à vraiment bosser en tant qu'étudiant, à bosser beaucoup. À donner cours de tennis, mais aussi à faire tous les jobs possibles et imaginables. J'ai bossé dans les cuisines d'hôpitaux, j'ai bossé chez Quick, j'ai bossé au McDo, j'ai bossé et vraiment des heures, dès que j'avais du temps libre, je bossais. Tu faisais quoi comme heure à peu près, comme horaire? Alors, ça variait en fonction du moment dans mes études, mais on va dire que par exemple quand j'étais à l'université, moi j'ai la chance, je parle néerlandais et anglais, et du coup, ces 2 cours-là, je ne devais pas y aller. Okay. Donc, j'étais en école de commerce à ce moment-là. Ces 2 cours-là, je ne devais pas y aller. Donc, ça me faisait déjà environ 2 jours par semaine quasiment où je ne devais pas aller en cours. Donc, ces 2 jours-là, je bossais d'office. Et après ça, il y avait plein de jours où je terminais à 16h, puis je bossais moi, ça m'est arrivé de bosser, de nettoyer encore le McDo à 3h, 4h du mat en ayant cours le lendemain à 8h. Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. T'avais 5 heures de repos quoi, pour dormir. Ça m'est arrivé plein de fois. Bah, d'ailleurs, cette nuit, là aussi, tu sais, je pense qu'en habitant avec moi, je dors pas beaucoup. D'ailleurs, c'est pas très bon, mais j'ai toujours eu du mal à bien dormir. Ça, c'est pas bien par contre. Non, c'est pas bien. Mais du coup, ouais, donc ça, c'est la partie job étudiant. Donc, franchement, j'en ai fait. J'ai travaillé dans des supermarchés en tant que parking boy. Enfin, j'ai tout essayé. Aussi parce qu'on m'avait inculqué, on m'avait dit qu'il fallait travailler et qu'il fallait que la vie était dure et qu'il fallait se battre, etc. Moi, j'ai vraiment grandi avec ce mindset. Donc voilà. Et ensuite, après ça, j'ai commencé mes études. Je commençais pendant mes études supérieures, du coup, la même chose à peu près, même process. Donc beaucoup travailler les week-ends. Moi, samedi, dimanche, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai jamais eu... Pas de week-end. Non, après, je ne conseille pas à tout le monde de faire ça, mais je veux dire, moi, j'avais pas envie... Il y avait une chose, moi, c'est ma hantise, de me dire que je ne peux pas faire quelque chose parce que j'ai pas les sous. Ça, c'est vraiment un truc que je ne puisse pas le faire parce que j'ai pas envie. Ok, que je ne puisse pas le faire parce que pour une raison X, ça me va. Mais en revanche, je me dis, il y a tous mes potes qui partent en vacances ou il y a tous mes potes qui vont au meilleur festival du coin. Et toi, tu n'as pas de sous. Ouais, et donc moi, en fait, très jeune, j'ai commencé vers 18-19 ans, je voyageais, j'allais dans des beaux festivals, je surkiffais ça. Et ouais, on en vient au vrai boulot du coup, après les études, parce qu'on se disperse un peu. Du coup, après ça, je finis mes études et là, je rentre dans une boîte que je ne vais pas citer, une grande multinationale américaine que j'idéalisais. Ouais. J'allais dire Idolâtré. Ouais. Sorry. Voilà, donc moi je trouvais ça. J'avais des amis à moi qui bossaient là, qui, tu sais, ils étaient en costume, et moi j'allais finir mes études. Et il y en a un dans mon groupe d'amis qui est parti pour aller ouvrir un hôtel en Thaïlande. Ok. Et il m'a demandé si je voulais reprendre sa place. Donc moi, à savoir que je termine mes études, donc j'avais fait bachelier master, et le lendemain de mon diplôme, je me souviendrai toute ma vie, ma mère qui me dit « mais et demain tu fais quoi, t'as pas de boulot ?» Alors que vraiment c'était le jour de ma remise de diplôme. Et en fait, ça peut paraître très agressif et tout, mais en réalité ça m'a quand même forgé. Tu vois, mine de rien, ça me donne toujours du galon. Et donc je trouve ce job un peu par hasard. Et ça moi je trouve que c'est quand même un peu une erreur.
dans le sens où il vaut mieux un peu prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire, etc. Moi, j'ai pris ce job parce que c'était une grosse boîte américaine. Je me disais, je vais bien gagner ma vie, je suis en costume, à la grande classe, etc. Et tu avais la pression de tes parents qui voulaient que tu trouves un travail rapidement aussi, non? Aussi, Ouais, également. Et j'arrive là. Donc voilà, je vais pas citer la boîte, mais c'était horrible. C'était horrible. Déjà, on était dans un marché en déclin. Donc on vendait des choses qui ne s'achetaient plus. Donc on était dans un monde qui se digitalisait et on vendait complètement le contraire. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et en fait, ça c'est hyper important, aller sur des marchés qui sont en croissance et jamais sur des marchés qui sont en déclin. Et il se trouve que je me retrouve là-bas à bosser avec un appart, à payer, etc. C'était horrible. Donc, première expérience, c'était du genre, il changeait les chiffres sur des contrats, beaucoup de litiges avec des clients, ils ne répondaient pas au téléphone dès qu'il y avait... Enfin, voilà, ils n'étaient pas hyper corrects avec les clients et moi, c'est absolument contre mes valeurs. Ouais. Et c'était du genre, tu sais, quand tu signais un contrat, il sonnait la cloche comme dans le Loup de Wall Street. Enfin voilà, ça peut paraître marrant quand c'est marrant vraiment, mais là, c'était juste pas drôle en fait. Ils avaient des mauvaises intentions, je pense. Pas tous, pas tous, mais en tout cas, les patrons, selon moi, avaient un peu des mauvaises intentions. Et voilà, donc j'ai quitté ce boulot et après ça, je suis rentré dans une super boîte par contre. Je suis rentré dans une boîte, là, je peux nommer le nom. Enfin, je peux te donner le nom, ça s'appelle Trendy Foods, donc c'est une boîte qui est dans la distribution agroalimentaire. Ah pardon, désolé, juste avant j'ai bossé chez Jet Import. Ouais. Et après j'ai transvasé vers Trendy Foods, les deux sont très bien. Mais du coup Trendy Foods c'est là où j'ai fait plusieurs années. Et là c'est de la distribution agroalimentaire, donc c'est un peu tout ce que tu vois dans les magasins ou en Belgique on dit Horeca, donc hôtel, café, restaurant. Enfin toute la food en fait et la boisson, et ça c'est assez bon enfant en fait t'es copain avec ceux à qui tu vends, etc. Donc voilà, je faisais ça, mais surtout ce job là m'a permis de commencer très tôt le matin. Donc moi j'allais à la salle vers 5 heures, c'est peut-être un peu abusé, mais je me réveillais vers 5 heures, puis j'allais à la salle vers 6 heures, 6h30 parfois, je terminais à 7h, 7h30, je me douchais, j'allais voir mes clients, ensuite je terminais à 17h environ, c'est approximativement, parfois c'est plus tôt, parfois c'est plus tard, et ensuite j'allais donner cours de tennis jusqu'à 22. Ok. Ça pendant pas mal de temps. Waouh. Ouais, mais là à ce moment-là je travaillais moins le week-end, donc je me donnais vraiment à fond pendant la semaine. En revanche pendant le week-end j'étais un peu plus relax, donc ça c'est cool. Et voilà, j'avais juste un seul but, c'était je voulais faire du cash flow, enfin je voulais avoir de la trésor pour monter mon propre business. Et alors c'était trop marrant parce que moi j'allais beaucoup voir des clients en voiture. Et quand j'étais en voiture, moi j'étais en mode full formation dans la voiture. Donc en fait, entre deux clients, j'avais 30 minutes de route, je mettais des formats dans la voiture. Formation en fait, de quoi? E-com. Tu savais déjà que tu voulais faire du À e-commerce? 100%. En fait, au tout début, je ne savais pas que je voulais faire de l'e-com parce que je me cherchais un peu. Donc il y a plein de choses que je voulais faire. En revanche, l'e-com a pour moi un peu toutes les choses que moi je voulais atteindre. Notamment, je pense que tu sais à quel point j'adore la liberté, je suis un peu libertarien aussi sur les bords. Pour moi, ça, c'est le top 1, top 1 des choses que je voulais atteindre. C'est avoir pas spécialement être libre à 100%, mais avoir un sentiment de liberté. Et ça, avec l'e-com, tu l'as à fond. Je veux dire, là, aujourd'hui, on est à Bali. Là, dans 3 heures, je prends un vol. Je rentre à Bruxelles. C'est véridique en plus. Tu as juste besoin d'un ordi. J'ai pris mon vol il y a 2 jours. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est ouf. De 2, moi, ce que je trouvais incroyable, moi déjà, j'adore créer des brands, avoir une image de marque, etc. Tu vois. Et donc, il y a ça déjà. Mais alors, il y a aussi le fait que l'e-com, tu peux à la fois juste remplacer ton salaire, mais c'est scalable aussi à fond. Donc en fait, c'est toi et ton ambition. Et moi, je respecte de ouf les gens qui juste veulent pas travailler pour un patron et faire leur propre projet et faire 2000, 3000. Ouais. Et c'est entièrement accessible à tout le monde, que ce soit sur Shopify, mais aussi sur les marketplaces. Mais par contre, aussi, pour ceux qui ont des ambitions moyennes ou même des ambitions en mode sky is the limit, il y a vraiment moyen de le faire. Il y a moyen de faire des millions par mois, il y a moyen d'aller atteindre des chiffres astronomiques, de créer des marques qui vont être mondiales.
Et on le voit avec, je sais pas moi, Gymshark ou, enfin, tu sais, là j'en ai pas en tête, mais De créer un truc par toi-même et d'être en background aussi, pas ouais, trop connu en même temps et tout. Enfin, ouais, exactement, exactement. Donc voilà, moi, donc à ce moment-là, oui, je savais que je voulais faire de l'e-com, mais aussi, je savais que je voulais pas faire de l'e-com en mode avec juste un tout petit peu de fonds sur le côté. En fait, moi, j'avais quand même envie d'avoir un peu de trésor parce que j'avais des grosses ambitions et j'avais envie de, de vraiment investir dans mon projet. Et Voilà. du coup, tu as réussi avec ce travail. Tu as démarré l'e-commerce, tu avais combien de fonds pour démarrer l'e-commerce? Alors, j'avais. Bon, mais enfin, moi, c'est excessif. Moi, j'avais quasiment 50 000 euros. Ouais, Ouais. Mais, à savoir que, de base, avant de m'intéresser à l'e-com, c'était pas mon but. Moi, mon but, c'est de faire un peu comme tout le monde et d'acheter un appartement. ouais. Et en fait, j'ai été visiter plusieurs appartements et je me suis vraiment. Mon cœur me disait, mais ne fais pas ça, quoi. Vraiment, je me souviens encore, j'avais été en visiter deux, trois et ces fonds normalement étaient pour ça. Et en fait, je savais que si je payais cet appartement, enfin, si je donnais un apport pour cet appartement, j'étais complètement bloqué. J'étais fini dans la rat race jusque pendant 25 ans. Donc, et je me souviens que je suis rentré à la maison, j'ai quitté mes deux boulots. Pas le jour même, hein, ça fait hyper storytelling, mais on va dire J'ai fait pareil donc. quelques semaines plus tard, je quitte mes deux boulots, donc chez Trendy Foods et en tant que prof de tennis. Et là, je me lance à fond et je pars en voyage. Et du coup, attends, tu te lances à fond, donc c'était il y a 5 ans ça? Ouais. Est-ce que tu avais quand même des appréhensions avant de te lancer ou tu t'en fous, t'as 50 000, tu te lances quoi? Des appréhensions sur le business en soi ou Ouais, est-ce que sur... tu avais, je sais pas, peur de pas réussir, peur de perdre ton argent, peur de dire Ouais. ah, c'est peut-être pas le bon truc, enfin tu vois? Alors, oui, oui. Donc, beaucoup de doutes quand même, beaucoup de remises en question. Mais aussi, surtout, j'avais tellement travaillé dur pour avoir ces 50 000 euros. Ouais. J'avais tellement travaillé dur que je pouvais pas les cramer. Chose que j'ai faite. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que donc j'avais les fonds et je décide de quitter mes boulots, pas de chômage, rien du tout, donc j'ai juste mes fonds et je décide de partir en voyage en sac à dos. Sauf que moi, juste voyager, ça m'intéressait pas. Donc je voulais voyager et me former Ouais. et monter mon business. Et donc là, je pars plusieurs mois, je sais plus, 6 à 9 mois, on va dire. Et là, je pars, je fais Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, en me formant en même temps, tous les jours, un petit peu. Donc j'avais des formations, je les suivais, et hyper intéressant. Et là, je commence doucement à vouloir monter mes projets, etc. On arrive à la fin des 9 mois, il me reste quasiment, enfin pas quasiment plus rien, il me restait quand même assez... En fait, tu as utilisé ton argent dans tes voyages, mais pas pour... Non, non, non. J'ai été assez, j'ai vraiment fait attention pendant mes voyages. Donc, mon budget, je ne l'ai pas cramé à 100% dans mes voyages. Je l'ai beaucoup cramé dans des testings, dans des ads. En fait, le truc, c'est que vu que tu n'as pas les connaissances pour au tout début, tu n'as pas le feeling non plus, tu sais pas Tu comment tâtonnes. faire. En fait, moi, je savais que perdre de l'argent, c'était bénéfique pour moi plus tard. Hmm. Ouais. Sauf qu'à un moment, bon, ton compte, tu sais, quand tu passes de 50 000 à, je sais pas, il me restait 13 000 peut-être. Ouais. T'as fait 40 000 de testing. Ah non, Non, après il y a le voyage je et suis en tout. voyage On va aussi, dire, t'avais bon, quoi? Voilà, tu sais, ça part vite quand même quand t'es en voyage. Ouais. Putain, je vais passer pour un gros nul. Tu vois, le mec qui fait 40 000 euros de testing, non mais c'est pas du tout ça, c'est un peu... Je vivais au jour le jour aussi avec Oui, ça. oui, non, mais donc oui, j'avais oui. aucune rentrée et ça partait en fait. Mais ouais, donc ça. Puis à ce moment-là, je rentre en Belgique et en fait, je me rends surtout compte qu'en Belgique, avec mes fonds là que j'ai, je tiens pas quelques. J'habite à Bruxelles en plus, je tiens pas un an quoi. Jamais. Si je paye un loyer, est-ce que je dois bosser sur mon business, etc. Enfin, je vais pas tenir en fait. Mais donc à ce moment-là, t'étais encore dans des testings de pub ou t'avais arrêté? Ouais, en fait, à ce moment-là, je commençais à un peu chiffrer, ça montait, ça Ah, ok, descendait. ok. Juste maintenant que je m'en souviens, il me manquait des fonds parce que j'avais eu plein de blocages aussi. Donc en fait, j'avais des fonds, je me souviens que j'avais 13 000 euros sur mon compte, mais en réalité, j'avais plein de fonds qui étaient bloqués, tu sais, un peu chez PayPal, un peu chez Stripe, un peu chez Shopify Payments. C'est ça, quand on gagne beaucoup d'argent d'un coup, on se fait un peu bloqué pendant Ouais, surtout au début, on fait un peu les erreurs de débutant. un mois. on va Aujourd'hui, dire. ça arrive moins, je trouve. Mm. Enfin, quand tu as un peu d'expérience, tu sais ce que tu dois
mettre en place en fait tout le back-end, tout le process pour justement ne pas avoir ces problèmes-là. Mais ouais. Du coup, je rentre en Belgique. Je revois toute ma famille, etc. Mais surtout, je me dis, là, avec les fonds que j'ai, jamais de la vie, je tiens 1 an ou même 6 mois en Belgique en lançant un business. Et le coût de la vie est juste trop cher. Et surtout que j'avais pas de rentrée. Et du coup, je décide de m'expatrier en Thaïlande. Coup de tête. Ouais, pas coup de tête, quand même réfléchi. Hein. Ok. Quand même réfléchi, pour plusieurs raisons. Déjà, la fiscalité intéressante. Bon, déjà parce que j'adore la Thaïlande. Enfin, j'adorais la Thaïlande, j'y avais déjà été. Le coût de la vie. Donc en fait, je vivais vraiment pour la moitié en allant manger au resto tous les jours et tout. Et surtout, j'avais un vrai besoin de m'isoler. Ok. En fait, j'avais un vrai besoin. Je pense que tu l'as vu dans la villa. À quel Oui. point je vais un peu dans tous les sens. Oui. Moi, en fait, ce qui fonctionne pour moi, c'est de m'isoler pendant un petit temps et d'hyper focus. Sport, bien manger, boulot. Ça fonctionne pour moi. Chose que j'ai faite. Et du coup, je m'expatrie en Thaïlande et du coup, mon business explose. Donc ça, c'est trop bien. Mon business explose. Le coût de la vie est beaucoup moins cher. Et en plus, il y a un régime fiscal. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a un régime fiscal en Thaïlande qui permet d'être... Comme à Dubaï. Ouais, on va dire ça. À peu près. Ouais. Donc voilà. Je peux te raconter une anecdote? Oui, tu peux. Ok, celle-là, elle est marrante. Parce que du coup, mon e-com, moi j'avais un produit. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui cherchent des produits avec des spy tools, etc. Ouais. Qui vont vraiment analyser le marché, etc. Surtout maintenant. Moi, à l'époque, j'avais aucune connaissance de ça. Donc, moi, je fonctionnais fort au feeling de moi-même, en fait. Tu disais, ce produit est bien, quoi. Ouais. Tu le voyais, ah bah tiens, un micro, putain, ça a l'air C'est pas sympa. hyper smart à Ouais. faire, mais... Ça peut être une bonne idée, il y en a Ouais. plein qui ont réussi comme ça. Hein. C'est vrai. Mais moi, à ce moment-là, il y avait une grosse marque que tout le monde connaît, qui avait lancé un produit. Et moi, je savais que je pouvais m'aligner avec un produit le même, quasiment le même. C'est pas une contrefaçon ou quoi que ce soit, hein, c'est juste un autre design, etc. Même fonctionnalité, mais vraiment beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Et du coup, je commence à essayer de vendre ce produit et je commence à voir un peu des ajouts au panier. Enfin, tu sais, moi, c'est le début. Hein. Et à un moment, je suis en Thaïlande et je me souviens que j'ai vraiment quasiment plus d'argent. Donc là, je commence vraiment à un peu, ça cogite de fou dans ma tête. Et j'étais à 2 doigts de partir bosser en Australie, tu sais, dans les fermes et tout. Ouais, dans les fermes et tout, pour me refaire en fait. Ouais. Pour refaire de l'e-com après. Et donc c'était un peu l'objectif. Mais je sais pas comment, j'avais créé une offre bundle avec plusieurs produits. Donc il y avait... On va couper ça. Ouais. On est obligé de couper ça. Ok, il y avait mon produit principal et j'avais ajouté des produits complémentaires que j'avais mis en cadeau. Ouais, ça c'est bien de faire ça. Ouais, c'est super. Ça augmente en fait, le panier moyen, la valeur perçue, ça augmente. La valeur perçue beaucoup. Les gens adorent recevoir des cadeaux et toi, tant que tu es rentable, en fait, je trouve que c'est une des meilleures techniques pour vendre. Moi, je l'utilise quasiment tout le temps. Mais du coup, j'avais mon produit principal et mes autres produits, je les avais pas. Tu sais, j'avais pas encore cette notion de commander des samples, etc. Enfin, voilà, c'était encore assez bancal. Et là, je pense qu'il me restait environ 2 semaines avant de me dire, ok, après ces 2 semaines, je pars en Australie et pour aller bosser. Et là, je suis sur un petit marché à Chiang Mai et je rentre dans un magasin, donc pas sur le marché, mais je rentre dans un magasin un peu de tech, etc. Et là, je vois mes produits que je vendais. Donc, ils vendaient exactement les mêmes produits que j'avais en bundle sur mon site. Tu penses qu'ils ont recopié ta Ah marque? non, pas du tout. Ah, c'était juste des produits un peu trendy à ce moment-là. Ok. Voilà. C'était juste, il y en avait partout, mais c'était fou de... En fait, mon produit principal, il était partout. Mais par contre, les sous-produits, je les voyais nulle part. Et je trouvais ça fou. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe en fait. Et dis-toi que je faisais tellement attention à mon oseille que j'ai hésité à acheter les produits. Mais du coup, je me suis dit, ok, c'est quoi, c'est ma chance. J'ai acheté les produits.
Donc j'achète les produits et là je vais dans un super beau café. Ça c'était à Chiang Rai par contre. Je vais dans un super beau café et je me dis il faut que je fasse de la créa. Ils ont dû me prendre pour un vrai malade mental. Je pense que j'ai pris 100 créatives. J'ai filmé 100 fois mes produits en faisant un script par-dessus, en montrant les produits, etc. 100 vidéos, sans déconner. Je me suis fixé un objectif, je reste toute la journée, je vais prendre 100 vidéos. Ils me prenaient vraiment pour un malade. Et je l'ai fait, j'ai monté les 100 vidéos. Donc j'avais 100 créatives. Et là, entre-temps, le temps de monter toutes ces vidéos, etc., à savoir que j'avais pas trop la main encore à l'époque, je suis en route vers Koh Phangan, en Thaïlande. Ouais. Et c'est le soir de la half moon ou full moon, je sais plus, une des deux. Et je lance mes pubs le matin, ou le jour d'avant, je sais plus. Et je lance mes pubs le matin, et là, j'arrive à la half moon ou la full moon, je sais plus laquelle c'était. Et là, mon téléphone, il arrête pas de sonner. Ting, 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 ting. Ting, 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 c'est le bruit des ventes sur Et Shopify. c'est ouf parce que je passe de rien faire à faire 5 000 € par jour mais, je gagnais plus que ce que je gagnais par mois, par jour en fait. Mais pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours, et ça s'arrêtait plus quoi. Et tu t'as ressenti, enfin, je voulais savoir pour ta première vente, mais on va parler pour ça. Tu t'as ressenti quoi comme sensation? Est-ce que tu t'es dit, ah, ça y est, enfin... Ouais, je me suis dit, il y a un truc. Je me suis dit, c'est bon là. Mais par contre, ça arrive aussi pas que avec de la joie, ça arrive avec, faut faire durer en fait. Moi, c'était vraiment ça. C'était ok, ça fonctionne aujourd'hui, mais par contre, si c'est juste ça, c'est pas assez. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est à nouveau de se remettre dans un mindset hyper productif, se mettre des règles, se mettre des habitudes et continuer à faire la même chose tous les jours. En fait. Constance. Ouais, exactement. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an ou 2, même produit, et plus de 100 000 commandes. Plus de 100 000 commandes, c'est énorme. Ouais. 100 000 commandes, ça s'équivaut à peu près à... Je pense 5-6 millions. 5-6 millions. Avec un produit que tu as trouvé, enfin que tu avais déjà eu l'idée, mais tu l'as vu dans un shop et tu as pris tes créas, tu as pris tes vidéos avec ce produit-là. Ouais, après j'ai fait beaucoup appel à des UGC, j'étais sur beaucoup de marchés aussi. Ouais. Mais par contre, au tout début, je faisais tout moi-même, tout. Pour même te dire, je montais mes vidéos sur CapCut téléphone. C'est pas hyper optimal. C'est très bien, hein. Moi je suis sur InShot pour te dire, je pense que c'est encore pire que toi. Ouais, bah, après prenez un ordi les gars. Ouais, mais quand t'es habitué à un truc et tout, ouais, c'est dur d'en sortir à la vieille école quoi. Mais oui, un ordinateur c'est important. Ouais, clairement. En fait, je pense que le plus important c'est dès qu'on commence à chiffrer un peu, d'avoir de la trésor, avoir un bon setup. Moi j'ai mis longtemps à investir en moi. Et en fait, c'est que des effets cumulés. Hein. Tout ce que même quand je dis investir en soi, c'est même acheter des bonnes formations, acheter des bons livres. Enfin, moi je lis pas trop, mais je les écoute. Mais acheter des bons livres audio, du coup. Aller dans des bonnes salles de sport. Moi, je trouve que ça, c'est hyper important. Aller dans des bonnes salles de sport avec des gens inspirants autour de toi. Carrément. Enfin, moi, j'ai fait toutes les salles de sport possibles et imaginables. Je suis désolé de le dire, mais aller dans des bonnes salles de sport où tu as des mecs qui te tirent vers le haut, en fait, qui sont positifs, qui ont des business en place, etc. Ça change tout. Si tu t'entoures toi-même de gens qui ont de l'ambition et qui sont en train de scaler, tu vas répliquer. Carrément. C'est un effet miroir. Le réseau, c'est ultra important. Ultra. Et même investir en soi. Tu vois, on a commencé à habiter ensemble il y a 1 mois et demi. Ça faisait 7 ans que je fais du e-commerce. Ça fait 7 ans que je fais du e-commerce et que je bosse en ligne. Et je n'avais toujours pas de souris. C'est n'importe quoi. C'est vraiment ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Wow. Alors, pour la petite anecdote, on avait demandé à ChatGPT de combien de pourcents tu augmentes ta productivité juste en ayant une souris. Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'était entre 30 et 60%. Ouais, c'était 40%, je crois, un truc comme ça. Ouais, non, mais c'est important. Avoir un setup, avoir un ordi, un bel écran, c'est ça. etc. Non, c'est hyper important. On se dit, c'est rien, les formations et tout. Bon, moi, j'ai toujours investi dans les formations, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que le matériel, j'ai toujours eu mon écran avec le petit pad, etc. Et en fait, je sais pas si c'est le fait que j'ai pris une souris, un tapis de souris et que j'ai travaillé un peu sur un gros écran, etc. Mais là, mon business, il a pris un autre tournant encore plus qu'avant. C'est grâce à la souris. Ouais, je pense que c'est la souris. Ouais, en fait, je trouve que la villa du scaling, elle t'a grave fait du bien. Bon, déjà, t'étais hyper bien parti. Toi, t'es quelqu'un. La villa du scaling, vous leur expliquer. Ouais, la villa du scaling, tu peux leur expliquer. On a appelé
appelé notre villa parce qu'on s'est mis qu'entrepreneurs, la villa du scaling. Parce qu'on s'est mis ensemble dans une villa pendant 1 mois pour booster nos business au maximum en fait. Et on fait que de bosser. Ouais, on fait que bosser. D'ailleurs, je trouve que toi et moi, on a une belle cohésion de taf. Ouais. C'est rare. Enfin, t'es un peu comme moi en fait. Ouais, non, mais oui, au c'est niveau vrai. du taf. C'est vrai. Moi, j'adore faire des longues journées. Toi aussi. Moi, j'ai pas de mal à travailler tard. J'adore ça en fait. Même, j'adore travailler quand il y a plus personne en fait. Carrément. Et toi, t'as ça. Je pense que t'es la première personne, en tout cas, la première fille d'office. Ça, c'est sûr à 100%. Et t'es même la première personne aussi proche de moi qui travaille autant. Ouais, mais après, quand je suis en France, je suis pas comme ça. Encore une fois, c'est l'environnement qui fait que moi, quand je suis à Bali, j'ai envie de bosser. Ouais. Mais c'est aussi le fait que toi, tu bosses tard. Moi, je me dis, je peux pas, je peux pas arrêter avant, tu vois. D'où le fait de bien de s'entourer de bonnes personnes, ça booste, quoi. Ouais. Je dis, fini à 1h, ben, je vais finir à 1h05. Ouais. Là, cette semaine, il y a le lundi, j'ai terminé à 4h du mat. Ouais, bon, là, par contre, je te suis pas. C'est un pas. peu abusé, mais c'est parce que je suis en décalage horaire avec mon associé et du coup, j'ai envie. Là, on est dans une période de lancement. On lance plusieurs marques en fait, et c'est des moments qui sont où il faut être ultra focus. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a 7 heures de plus, donc effectivement, même moi, c'est pour ça que je finis tard. Les clients, etc. en France, c'est un peu... Après, c'est pas toujours bon de faire ça, absolument pas. Je conseille pas. Non, c'est pas ouf. Parce que moi, je suis très nul au niveau sommeil. Bon, bref, pour en revenir au fait, tu gagnais combien avant quand tu travaillais dans un boulot normal et pour combien d'heures travailler et pour voir un peu la différence Alors, moi, c'est assez marrant, mais déjà en tant qu'étudiant, je pense que j'ai gagné déjà bien ma vie. Ouais. Donc, moi, je travaillais tellement que franchement, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait pas que parfois je pouvais gagner plus que mes profs. Ok, c'est-à-dire 3 000 euros. Peut-être pas 3000, mais tu sais, mes profs, je parle de mes profs quand j'étais à l'UNIF, quoi. Bon, en haute école, on appelle ça en Belgique. Ouais, mais ouais. Bon, Je crois peut-être qu'ils gagnent pas beaucoup, plus que mes profs, mais plus que ceux qui bossent au secrétariat. C'est pas désolé. Non. Mais en fait, je travaillais vraiment beaucoup. Donc, je travaillais autant dans l'Horeca, donc hôtel, restaurant, café, que en tant que prof de tennis. J'essayais toujours de skipper les cours pour aller bosser et tout. Donc voilà. Mais après, j'ai commencé à... après ça, avec mes vrais boulots, c'était variable. Donc il y avait des boulots avec des commissions. Donc ça pouvait être des grosses commissions, des plus petites commissions. Mais après, en ce moment, en même temps, je donnais toujours cours de tennis. Donc en fait, on va dire que les cours de tennis, ça me rapportait environ 1 000 euros par mois. Et puis il y avait mon salaire à côté, et puis j'avais une voiture, puis voilà quoi. Ok. J'ai troqué ma BM contre un scooter. Donc tu gagnais à peu près 2-3 000 euros par mois pour travailler. Tu travaillais beaucoup, 12 heures, à peu près 12-13 heures dans la journée. Je travaillais beaucoup. Ouais. Et là, tu fais à peu près les mêmes horaires, 12 heures à peu près, je pense. Ouais. Et maintenant, ça me pose moins de problèmes. Oui, mais tu gagnes Ouais, mais c'est même pas spécialement pour l'argent, c'est que vraiment je suis passionné. Passionné et aussi, du coup, c'est ça, je voulais savoir ton style de vie, comment il a changé, ton mindset, est-ce que, il y a des choses qui changent quand tu gagnes un peu plus d'argent, c'est pas forcément l'argent, mais c'est ce qui apporte du coup au quotidien. Je prends beaucoup moins le temps, par exemple, avant j'allais comparer les prix, etc. Alors maintenant, c'est pas que je compare plus les prix parce que j'ai pas envie de comparer les prix, c'est juste par gain de temps. En fait. T'as pas le temps, ouais. Pas le temps, genre si tu passes ta journée à te dire ok dans tel magasin c'est moins cher que dans l'autre, si tu as besoin d'un tapis de souris par exemple, je veux dire moi je pense que tu l'as vu dans la villa, moi je fonce quoi. Tu fonces même. Donc ça c'est un gros truc, même tu sais. Pour les billets d'avion ou des trucs comme ça, en fait, je prends plus le billet le moins cher, je prends celui qui me fait arriver à l'heure où je dois arriver, où je dois être. Quoi. Ouais, ça change beaucoup, t'es moins attaché à tu dois moins compter, etc. Moi, je trouve que ça change beaucoup. On est là, on a faim, on est là sur notre app, on commande, on s'en fout un peu du prix. Après, moi, je le vois, parce que moi, j'aime pas flamber l'argent. Je trouve que l'argent, c'est vraiment sacré. Ouais. Je pense que quand tu... toi, tu as beaucoup voyagé. Je pense que tu sais à quel point on a de la chance, à quel point, même juste en étant en Belgique ou en France, on a de la chance par rapport à plein d'autres pays. Bien sûr. Et donc, l'argent, ça se gaspille pas, je trouve. Vraiment. En revanche, ça s'investit. Et en fait, le fait de te faire gagner du temps, c'est un investissement en toi. C'est ça. Que je le vois. Non, donc, mais c'est ça, pas clairement. en mode, tu sais, ceux qui achètent tout et n'importe quoi juste pour flamber. Ça, moi, je suis pas du tout en accord avec ces valeurs-là. En revanche,
maintenant, je veux dire, j'ai besoin d'un nouveau MacBook. Je veux dire, je vais pas réfléchir midi à 14h. Le lendemain, je vais chez Apple, j'achète mon MacBook. Et voilà, parce que juste, il faut avancer, quoi. Ouais, ça fait. Et donc ça a beaucoup changé. Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est quand même les habitudes. Hein. Les habitudes. Moi, genre, toute ma vie a changé en réalité. Hein. Tu sais, avant, je voyais beaucoup mes amis en fin de soirée et tout. Moi, maintenant, en fait, le fait de m'enlever de ce flow, j'ai un peu du mal. Donc, je vais avoir des périodes hyper focus et je vais avoir des périodes hyper relâchées. Ouais, mais il faut. Ouais, il faut. Ouais. Mais il y a des gens qui arrivent à bien balancer dans une journée. Moi, j'ai un peu plus du mal avec ça. Ouais, toi, très bien. Ouais, vraiment, moi, j'aimerais trop être comme toi. Mais moi, j'arrive pas à bosser 1 heure, me dire, ok, je fais 1 heure ça, puis après, je vais manger je vais bruncher avec quelqu'un. Moi, j'arrive pas à faire ça. J'aime pas être coupé, en fait, dans mon élan. Ouais, parce que tu as du mal à reprendre. Moi, Ouais. c'est un truc, ça me va, tu vois. Enfin, j'ai pas aucun mal à reprendre le travail juste après. Ouais. Et pour le petit exemple de gagner du temps, etc., pourquoi on commande tous les jours ? Parce que sortir pour aller se chercher à manger, etc., ça me fait perdre du temps qu'on peut gagner sur nos business. Clairement. A contrario, pour la petite anecdote, Dodo et moi, on voyage pas en business class, hein, alors qu'on pourrait, tu vois. On s'en fout, on va pas cramer notre argent dans un truc pour avoir les pieds allongés, quoi, tu vois. Je pense que c'est aussi Ça, c'est du gaspillage pour moi. Je pense qu'il faut vivre avec son niveau de vie, tu vois. Et moi, en tout cas, où j'en suis, je me considère grave en début de carrière encore. Et je pense pas que c'est le moment où tu dois cramer tes sous. C'est le moment où tu dois, premièrement, l'investir et investir en soi. L'investir en réel investissement, je veux dire, dans l'IMO, un peu en crypto et un peu en bourse, par exemple. Mais en tout cas, il ne faut pas aller cramer dans des choses inutiles. Est-ce que vraiment une business class, ça va te faire... Quel est ton business? Je pense pas. Franchement, je préfère aller mettre... je sais pas combien c'est une business class, en fait, mais... J'en ai aucune En fait, idée. je pense qu'à nouveau, ça dépend de ton niveau, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui voyagent tellement, qui ont tellement des business prenants et tout, qu'ils ont besoin de bien dormir dans l'avion, par exemple. Je pense, hein, réellement. Il y a des gens... Après, si c'est pour le prendre et pour mettre une story, franchement, ça n'a aucun sens. Il y en a plein qui font ça. Hein. Non, Il y en a plein qui font ça. Ça donne envie à d'autres personnes, mais... Aucun sens, selon moi. Hein. Ouais. C'est comme, personnellement, les gens qui gagnent 10 000 € par mois et qui vont s'acheter une Rolex, aucun sens. Aucun sens. À quoi ça sert d'acheter une Rolex? Non, à nouveau, c'est avec ton niveau de vie. Voilà. En fait, je trouve qu'un achat, il ne doit pas te faire mal. Tu vois, si c'est pas un investissement, je veux dire. Si ça te fait mal de prendre une business class, prends pas une business class. Ça te fait mal d'acheter une grosse montre, tu t'achètes pas une grosse montre en fait. Ça doit être en adéquation avec tes finances en fait. Ouais. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et est-ce que avoir plus d'argent, réussir, ça vient aussi avec avoir plus de responsabilités, avoir plus de pression? Ouais, de ouf. Ah ouais, ça aussi, c'est indéniable. Ouais. Indéniable parce que au plus ton business scale, au plus tu as de projets différents, des problèmes de plus grande envergure. Donc, par exemple, si Stripe te bloque au début de ta carrière, il te bloque 10 000 €, c'est choquant. Par contre, il y a des mecs que je connais, enfin moi en tout cas, j'ai eu des blocages, genre si je dis les chiffres, ils font vraiment... on est plus sur du 10 000 €, quoi, ça fait mal. Non, on est plus sur... Après, ils sont bloqués, on va les réavoir, mais le problème, c'est que ça bloque le business et que tu peux plus scaler, quoi. Donc ça, mais aussi, du coup, tu commences à avoir des employés. Donc il faut savoir les gérer aussi. En fait, on est responsable d'eux aussi, tu vois. Donc tu sais, par exemple, si tes employés, ils sont là à 9h en ligne, ou à 8h du mat en ligne, toi, le soir d'avant, tu vas pas faire la fiesta et non, le lendemain, tu es là. Le soir même, tu vas te coucher tôt. Ouais, surtout que tu dois, en général, ça, j'y crois de ouf. C'est à toi de donner l'énergie. L'exemple aussi. C'est hyper difficile de passer de solopreneur à réel entrepreneur avec des employés. C'est un nouveau métier, en fait, de manager des personnes. Et pour moi, manager des personnes, c'est toi qui mets l'énergie. Ah, mais en fait, eux vont copier ton énergie. Donc, si toi, tu arrives complètement comme ça, mou, avec une vibe négative, avec aucune ambition, avec aucun plan d'action, etc., faut pas s'étonner qu'ils fassent pas le boulot nécessaire. Par contre, si tu es un leader et que tu arrives à les entraîner avec toi, à les aspirer et à leur dire qu'on va les scaler, on va aller chercher des trucs de ouf. De un, ils vont
eux, ils vont beaucoup plus kiffer. Et de deux, ils vont se donner à fond parce ils vont savoir qu'ils font partie de ton combat. C'est un combat qu'on mène ensemble. Et ça, moi, j'ai eu un peu du mal. Au début, tu sais, quand tu commences à engager des freelances, tu sais, c'est juste des freelances. Donc tu les laisses un peu. C'est pas des gens qui sont là pour Ouais. toi tout le temps. Alors que maintenant, je pense que avoir des employés, voire avoir une culture d'entreprise, moi j'y suis pas encore, mais avoir une vraie culture d'entreprise et tout, c'est un nouveau métier en fait. C'est un nouveau métier. Il faut savoir s'exprimer, il faut savoir avoir les bonnes idées, il faut avoir une vision claire, nette, précise. Gérer, être cadré, faire des réunions, des machins, etc. Ouais, puis avoir des yeux sur les KPI aussi, parce que savoir où on les dépense. Vérifier ce qu'ils font. Ouais. Tu vois, ça, ouais. Donc, est-ce qu'il y a de plus de responsabilités? C'est indéniable. Indéniable. C'est le prix du succès. Ouais, mais c'est aussi trop bien. Ah, moi, j'adore. C'est... Parce que ça montre que tu as réussi. Enfin, je veux dire, comme tu disais, il y en a qui sont très bien avec 2-3 000 € par mois. Moi, comme toi, on fait du sport très jeune. Je pense que ça nous a forgé une mentalité à toujours se dépasser. Clairement. Et quand tu arrives à 2000, tu veux 3000. Quand tu arrives à 3000, tu veux 4000. Et après, quand tu arrives à beaucoup, tu veux des employés. Et quand tu as des employés, tu veux une... Enfin, juste... Ouais, mais aussi, tu as juste envie... moi, c'est encore plus simple que ça. Se dépasser. C'est même pas... c'est aussi, tu as envie que ton projet grandisse, quoi. Ouais. Donc, en fait, ton produit, t'as pas envie de... Enfin, ton produit ou ton service, tu n'as pas envie qu'il se vende juste à Bruxelles, par exemple. Tu as envie qu'il se vende d'abord dans toute la Belgique, puis peut-être attaquer la France, puis les Pays-Bas, puis l'Allemagne, puis les UK, puis après dans le monde entier en fait, pourquoi pas. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau tu sais, je pense qu'après, c'est plus une question de finance en fait. C'est plus une question de... Progression. Ouais, dépassement. De rêver grand aussi. Tu vois, moi, je trouve ça trop beau de se dire on rêve grand. On va aller voyager là, on va aller là avec tous les copains. Moi, je trouve ça important. J'adore voir les choses en grand et voir les choses belles et positives, etc. C'est beau ce que tu dis. Je vais te poser 2 dernières questions parce qu'après on a fini. Ouais, okay, cool. Ta plus grosse erreur et ta meilleure décision? Alors, je vais d'abord commencer par ma meilleure décision. Je pense que ma meilleure décision, c'est de ne pas avoir acheté cet appartement à Bruxelles. Ouais. Parce que j'aurais suivi un peu le schéma classique et je pense que si tu veux avoir une vie différente, il faut vraiment faire des choses différentes. Donc le fait de ne pas acheter cet appartement, ça m'a laissé assez d'espace financier pour pouvoir voyager, déjà de 1, m'ouvrir au monde, de 1, et surtout avoir les fonds nécessaires pour lancer mon business. Donc voilà, ton appartement, tu peux l'acheter plus tard aussi. Ou tu peux aussi acheter un appartement et pas aller y habiter. Tu vois. Ouais, le donc en fait, ne pas se bloquer. C'est ça a été ma meilleure décision. Ma plus mauvaise... oh là là. Il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu plein. Oui, mais il y en a eu plein. Mais je réfléchis. En fait, j'arrive pas à trouver la plus mauvaise. Si. Bon, c'est assez bateau. C'est assez bateau parce qu'en fait, tous les gars de l'e-com te le disent. Mais en réalité, moi, j'avais fait une version 2 d'une marque qui avait super bien fonctionné. Donc, j'étais tellement confiant que du coup, j'ai été en Chine, j'ai été développer les produits avec des super bons composants, les meilleurs composants du marché, le meilleur packaging, j'avais des stickers, j'avais tout. Et, au moment de commander les packaging et les shipping bags et tout le tralala, en fait, tout ce qu'il faut pour avoir une belle marque e-com, les photoshoots, etc. On m'a demandé combien de packaging tu veux, j'ai dit 10 000. On m'a demandé combien de shipping box tu veux, j'ai dit 20 000. Enfin voilà, et au final, je me suis retrouvé avec un stock énorme en me disant, c'est sûr à 100% que je vais l'écouler. Mais voilà, il faut d'abord tester la demande. Ouais, tu l'avais testé la demande. Ouais, la demande était testée, mais à nouveau, un petit changement en e-com peut changer beaucoup. Ouais. Donc ça peut être un changement visuel. On le voit, il y a plein de marques, j'ai plus de marques en tête, mais il y a plein de marques qui ont fait un changement de branding, par exemple, et qui ont perdu des milliards. Ouais. Qui ont perdu des milliards. En fait, quand quelque chose fonctionne, faites des A/B tests peut-être un peu. Mais moi, en fait, j'ai amélioré, mais c'est un autre design, en fait. Les gens ne se reconnaissaient plus dans la marque du tout.
Donc voilà, ça a été un peu la plus grosse erreur. Mais bon, c'est une erreur... j'ai plus gagné que perdu. Hein. Donc voilà, est-ce que c'est une erreur? J'ai été en Chine, j'ai été faire le tour des usines, j'ai découvert la culture chinoise, j'ai découvert les Chinois avec qui je travaillais depuis des années. Franchement, je trouvais ça génial en fait. Oui, en soi, tu as appris des choses dans tous les cas. Tu t'as appris à développer des trucs, tu as appris. Ouais. C'est une erreur, mais encore une fois, on apprend de ses erreurs. Ouais, Donc, exactement. c'est un apprentissage. Ah, et oui, j'ai peut-être une deuxième erreur. Vas-y. Faire quand même avoir un peu plus de balance. Voilà. Ok. Donc juste balance travail, vie privée, etc. Bien à savoir dissocier les deux. Moi au début j'étais tellement matrixé qu'en fait ça empiétait. En fait le business empiétait sur mes relations amicales ou amoureuses, etc. Et inversement. Donc en fait quand j'allais pas être bien pour un truc avec un ami, ou avec ma famille par exemple, ça allait se répercuter sur mon business. Ouais. Alors qu'en réalité, je sais que nous, on a tendance à tout le temps penser business, mais en réalité, il faut arriver à travailler sur soi-même et à faire la part des choses. J'essaye de travailler ça un peu tous les jours. Je vais voir des sunsets, je vais à la plage. Boire des cocos. Ouais, voilà. Donc, bien dissocier. Quand on s'amuse, on s'amuse. Quand on bosse en s'amusant. Bien sûr. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir ? Ouais. Et à son niveau. À son niveau, mais oui, à son niveau, mais après le niveau peut évoluer effectivement. Ouais. Et est-ce que tu auras un conseil à donner, un conseil de la fin, parce que c'est la fin du podcast, pour les personnes qui nous regardent? Un conseil de la fin, bon, déjà premièrement, et ça je le répéterai toujours, si vous voulez avoir des résultats autres que la moyenne, il faut absolument faire des choix différents en fait. Si tous les jours tu fais la même chose que ton voisin et que ça te plaît pas, mais bouge quoi, vraiment, sors de ça, que ce soit même par étapes en fait. Si les gens autour de toi ne te correspondent plus, si le boulot dans lequel ne te correspond pas, t'es pas obligé que ce soit un changement drastique, mais essaye déjà de penser à la suite en fait. T'es pas obligé de rester coincé. Donc ça, être curieux. Enfin, si c'est un conseil business. Oui, c'était le conseil que tu viens de donner. Ouais, déjà, absolument sortir. Si tu aspires à d'autres choses, sors de des choses. Faire des choses différentes, que la moyenne. Ça, je trouve ça déjà hyper important. Et beaucoup du contenu. Regarder beaucoup de contenu. Se former. Se former et se lancer. Surtout désolé, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que se lancer le plus rapidement possible en fait. Ouais. Ça je remarque que les gens qui sont déjà dans le business ne procrastinent pas, au moins en tout cas. C'est souvent les gens qui n'ont pas commencé, qui n'ont pas encaissé encore. C'est le premier pas qui est le plus dur. Ouais, c'est la première vente en fait. La première vente où la première formation achetée, exactement. La première chose faite. Exactement. Ouais. Et en fait, dès que tu es dedans, tu arrives dans un... En fait, même ta personnalité change déjà. Parce que tu passes de Dorian qui a rien, à Dorian a une formation, à Dorian monte son site, à Dorian fait des pubs, à Dorian fait sa première vente. C'est une évolution. À Dorian, il est sur les groupes Facebook avec les autres, il commence à chatter avec les potes. Lui il fait du business, lui il fait 30K, lui il fait 20K, lui, bam, on se met ensemble. Et en fait, tu deviens plus vite que ce qu'on pense entrepreneur. Donc voilà. Ouais, tout le monde pense qu'il faut être parfait pour commencer, mais dans tous les cas, c'est crescendo et bon conseil. Trois bons conseils. Parce que je présume que c'est la fin. Ouais. Mais je voulais juste te féliciter. Merci. pour ton mois et demi, parce que j'ai passé un mois et demi du coup avec toi dans la villa du scaling. Et je trouve que tu as une vraie rigueur, tu m'inspires beaucoup. Vraiment. Merci. Même tes résultats montent en flèche tous les jours. Non, Et je suis vraiment fier de toi. Très fier de toi. Merci beaucoup. On va pas se mettre à pleurer quand même. Non, mais je suis émotive, je connais. Non, mais je pense que tu mérites. Tu vois, je te l'ai dit quelques fois ce mois, pendant le mois, que je suis vraiment grave fier de toi. Mais aussi, je pense que tu vas arriver vraiment loin. Je pense que tu es encore vraiment au début. C'est le but. Hein. Ouais. Au début, je voulais pas. Au début, j'aspirais à juste gagner 2-3 000 € par mois et faire ma vie, etc. Mais effectivement, maintenant, j'ai des aspirations plus grandes et j'aimerais bien... Ouais. Une bonne chef d'entreprise qui succède, quoi. Mais tu vas y arriver. et surtout, même comment tu es impliqué dans ta formation et tout.
Tu sais, à quel point tu réponds vite comment on appelle ça, des élèves? Non, Oui, ouais, des élèves. des parties, enfin, ton accompagnement. Enfin, ça se voit que tu es hyper impliqué, quoi. Donc, S'ils réussissent pas, je pense que je le prendrai à cœur, quoi. ouais, mais de toute Ouais, façon, c'est j'ai juste, l'impression qu'ils ont tous des résultats méga rapidement. Ouais, Parce oui, que ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ben, merci pour ton retour. Merci à toi. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit éducative, soit un podcast. Et puis, bonne journée à tous.